On est de retour et avec les dernières minutes qui nous restent, on va les passer avec Pascal Caron-Vizina qui nous retrouve. Salut Pascal! Bonsoir! Écoute, la semaine passée, Mark Carney a annoncé un truc un peu, moi ça m'a semblé loufoque. Ensuite, j'ai parlé avec Stephen Guilbeault, c'est apparu un peu plus clair. Il a donc annoncé qu'il allait créer un comité pour chiffrer, donner une valeur pécuniaire à la nature. C'est un truc qui se fait déjà un peu partout dans le monde. On sait par exemple qu'une baleine, je sais qu'à Québec vous dites baleine, ça vaut 2 Oui, et millions. c'est la façon de le dire. Oui, je sais, bien sûr. Ça vaut 2 millions de dollars selon le FMI. Là, on est parti là-dedans. Là. Comment ça va fonctionner, donner une valeur à la nature? D'abord, ça vaut 2 millions de dollars pour tout ce qu'elle rend à la nature. Donc, dans l'écosystème, là, en mangeant, en digérant, etc. C'est pour ça que ça vaut 2 millions de dollars. Moi, là, Rémi, j'ai trouvé ça absolument sexy. Et je ne suis pas la plus grande défendresse de l'environnement. On n'est pas là-dedans pour ça. C'est juste que je trouve qu'enfin, on se pose des questions hyper importantes. Et ça va beaucoup plus loin que juste dire, hey, ça coûte combien ça, une abeille? Donc, ça vaut combien une abeille pour la pollinisation? La valeur pécuniaire à la nature, là, ça s'évalue en unités monétaires. Donc, c'est les premiers services écosystémiques essentiels. Si je veux pas vous faire saigner du nez, ça veut dire S'il ça vous vaut plaît. combien l'air, l'eau, la pollinisation et le stockage de carbone pour pouvoir vivre. Donc, des fois, c'est un peu contesté parce que c'est une méthode qui est principalement sur l'utilité envers l'humain. Donc, on oublie d'autres choses autour. Mais malgré tout, c'est chiffré à plus de 150 billions de dollars par année à l'échelle mondiale. Ça vaut très, très, très cher. Je vais te donner un exemple. Les forêts. T'sais, au Canada, là, on est très chanceux en termes de ressources naturelles comme étant les lacs et les forêts. C'est 35 de la valeur totale en carbone et en oxygène, les forêts dans le monde. Donc, ça régule les inondations, ça nous permet d'avoir des zones humides qui font en sorte d'alimenter nos cours d'eau. Ça aide donc à nous positionner sur comment on la protège l'environnement, mais aussi la valeur cachée de ce qu'on a sur notre grand lopin de terre du Canada et peut-être même en situation de guerre. Mais là, parce que moi, samedi, j'en parlais avec Jean Saint-Ève à l'émission qu'on a de 8h à 10h le matin. Puis il y avait des commentaires qui rentraient. Beaucoup de gens qui disaient c'est une taxe, là. Ça a arrêté de tourner en rond, c'est une taxe. Ça va vouloir dire que dans 10 ans, si vous scrapez, par exemple, un lac, ben, il va falloir que vous remboursiez le gouvernement. Fait que c'est une façon d'aller chercher encore plus d'argent dans les poches du contribuable. Qu'est-ce que tu réponds à cet argument-là? Bien, c'est sûr que c'est évalué par les politiciens. Là. Je peux pas croire qu'on va pas, en tant que politicien, évaluer ou pas un chemin pour taxer finalement les citoyens. Mais moi, je pense que l'aspect juridique est encore plus intéressant là-dedans, puis c'est là où il faut pas passer à côté. On a vu Olivier Primo commencer à parler de la valeur de Oui, l'eau beaucoup dans les dernières années. Puis c'est pas Olivier que je trouve sexy, c'est le fait d'en parler parce que c'est faut se poser correct. la question Tu as le à droit, tu as tous savoir les droits, Pascal. Là. Mais je pense qu'il est est-ce célibataire que en c'est plus. un ah, ça lui appartient, puis je lui souhaite vraiment une belle vie, là. Mais Oli, c'est un ami médiatique, tu sais, disons-le comme ça, je l'apprécie, mais je trouve que ce qui amène est important là-dessus à se dire, bon, est-ce que c'est un bien qui est privé ou collectif? Hein? Autant la pollinisation que le plan d'eau, que la forêt. Donc, du jour au lendemain, c'est pour combler nos besoins essentiels et naturels, soit de boire, de manger, de chauffer, de se construire. Ça, là, est-ce que ça appartient à tout le monde? Fait que si à un moment donné, toi, t'habites à Québec, puis il n'y en a plus de forêt, puis il n'y en a plus de cours d'eau, mais qu'à Montréal, il y en a, Mhm. ben on fait quoi? On se le partage parce que c'est à tout le monde Non, mais ou c'est une ça très bonne appartient question. qu'à Montréal? C'est une très bonne question, mais après, je pense que même les libéraux en ce moment à Ottawa l'admettent, le concept est un peu imparfait, puis c'est pour ça qu'on passe par le comité pour essayer consultatif, puis qu'on réunit autour de la table toutes sortes d'intellectuels pour penser cette affaire-là. Parce que un Olivier Primo qui dit la valeur, on devrait mettre une valeur à l'eau, c'est parce que lui, il dit je suis capable d'en vendre ou je serais capable d'en vendre. Mais quelqu'un qui veut mettre une valeur aux abeilles, c'est pas dans l'optique de vendre des abeilles un jour. Fait que on dirait qu'il y a comme deux sujets qu'on essaie pour le moment de regrouper à l'intérieur d'un seul sujet parce qu'on n'a pas encore pris le temps de vraiment penser cette chose-là. Mais ça viendra. Mais tu sais, Olivier Primo, c'est un des premiers qui s'est dit, moi, je vais en acheter. Je vais acheter des façons d'avoir de l'embouteillage et quoi que ce soit si je veux le faire. Mais quelqu'un pourrait dire, ben moi, l'abeille, je la garde chez nous. Puis ça se peut, il y en a qui, il y a des gens étranges qui en gardent chez eux, autres que pour faire du miel, là, qui Oui. décident de justement gérer de la pollinisation. Puis que puisqu'il y en a de moins en moins, ben ça soit chez eux que ça se passe, puis qu'ils les gardent. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui peut arriver puis cogner et dire, tu nous redonnes les abeilles. À qui elles appartiennent? Est-ce qu'on veut que ça soit une gestion
gestion par l'État ou par le privé? On veut-tu que ce soit des gens qui les achètent ou on veut que l'État mette son droit de veto sur cette justification-là de faire la gestion? Puis là, on parle des abeilles, mais allons-y avec les forêts, allons-y avec l'eau, allons-y avec tout ce que je vous ai parlé. L'air, c'est difficile, mais je pense qu'en évoluant, il y a quelqu'un qui va penser à quelque chose qui risque de réussir. Puis là-dedans, amène aussi les peuples autochtones qui, depuis des lustres, sont sur ces lopins de terre-là, puis bon, s'octroient la possibilité, pour toutes les raisons bonnes ou mauvaises, c'est à vous de juger, mais de gérer ces ressources-là, puis de nous dire que leur appartiennent. C'est déjà assez complexe avec des barrages, mais je pense que plus qu'on se questionne en amont, plus qu'on est capable d'opérer pour la suite. Puis là, je parlais Québec-Montréal, mais allons-y avec Canada, États-Unis, allons-y avec Occident, Moyen-Orient. À plus long terme, ça pourrait être des questions hyper intéressantes qui nous touchent finalement, nous, en tant qu'humains, dans notre petit chez nous, quotidiennement. Oui, tout à fait. Il y a des visions du monde qui vont, pas s'affronter, c'est pas le bon mot, parce que c'est un petit peu trop belliqueux, mais qui vont en tout cas au moins s'opposer le temps qu'on pense cette idée-là. Hey, parlons de psychologues, des différences qui mènent, par exemple, une génération ou une autre vers, chez le psychologue, tout le monde. Attends, je veux dire tout le monde. Dans chacune des générations en vie, il y a des gens qui sont déjà allés voir des psychologues, mais peut-être n'y vont-ils pas pour les mêmes raisons. Toi, est-ce que tu as déjà consulté un psy ou une psy? Moi, j'ai étudié en partie en psychologie et ma sœur aussi. Donc, on n'a aucun tabou dans la famille. J'en ai une depuis 10 ans. Puis, je vais être très honnête, j'ai commencé en travaillant dans les médias parce que je trouvais qu'il y en avait des personnages là-dedans. Puis, j'avais envie comme que ça prenne pas toute la place dans ma vie, ces relations interpersonnelles-là. Mais je l'adore, puis elle m'aide dans plein de sphères, des fois juste à relativiser ou encore me poser les bonnes questions, pas m'en faire avec d'autres. Puis à un moment ou à un autre, je pense que les psychologues ont fort à gagner à faire connaître leur service. Des fois, ça fait peur. Et c'est le cas. Ça a fait peur longtemps à la génération X. Tu sais, Rémi, t'en fais pas partie. Là, on est entre les 61 ans et 50 ans, là, pour ceux qui sont visés. Je sais pas si tu t'identifier à cette génération-là qui, pour eux, aller voir un ou une psychologue, c'était un échec finalement, c'était une faiblesse. Non, je l'ai. Par contre, je vais être totalement honnête avec tout le monde là, qui nous écoute, puis à commencer par toi, j'ai pensé ça à un moment donné. J'ai pensé que j'étais au-dessus de ça. J'ai jamais consulté un psy de ma vie, je le précise, mais je verrais pas, j'aurais pas de difficulté à le faire. Par contre, par le passé, je faisais partie de cette catégorie de personnes-là, peut-être un peu vieillot dans ma façon de penser le monde, mais je pense que ma génération m'a rattrapé, ou j'ai rattrapé plutôt ma génération. Je pense que si tu sais ce que tu veux dans la vie, puis qu'il y a un problème, tu as un problème que tu as été capable de nommer, tu serais fou de ne pas essayer de le régler si tu n'es pas capable de le régler toi-même. Pour des raisons strictement d'ambition et utilitaristes, tu es mieux d'essayer de régler le problème, d'enlever l'espèce d'épine dans ton pied si tu n'es pas capable de le faire toi-même. Je pense que oui, puis même si tu l'as pas identifié, tu sais, c'est des gens qui sont là juste pour te poser des questions que tu te poses pas, pour te faire voir d'autres aspects. Souvent, on est dans une famille qui nous amène un certain bagage. Mais comment tu t'en sors? Puis il y a certains psychologues qui ont toujours dit, après 30 ans, ce qui te reste de ton bagage t'appartient. Donc, c'est un choix que tu fais de pas t'en sortir. Et de pas essayer, du moins, parce que là, je veux quand même faire attention. Il y a des parcours qui sont plus difficiles que d'autres, là, avec moins d'outils. Puis, il y a eu une étude qui a été faite par l'Association américaine de psychologie qui nous démontre que la génération X commence tranquillement, et ça depuis 2018, à aller consulter. C'est comme s'il y avait tranquillement des portes qui se sont ouvertes parce qu'on connaît les générations plus jeunes comme étant beaucoup plus ouvertes à ça, parler de leurs émotions, parler de leur vie, mais aussi d'essayer de régler leurs problèmes quotidiens. C'est 28% de hausse à partir de 2018 pour la génération X. Et les problèmes les plus souvent embryonnaires, du moins, là, qui les amènent dans un bureau de psychologue, c'est le mariage. Donc, une génération qui a appris à aimer, mais des fois qui a forcé à aimer parce que tu te mettais avec quelqu'un, c'était un peu mal vu de te séparer, de pas essayer de régler ce qui se passait ou de faire du déni. Une autre, c'est les enfants. Donc, ce sont les enfants qui, peut-être, ont été faits dans ce concept-là de relation amoureuse. Et le stress, puis ça m'a surprise parce qu'on dit que c'est la maladie du siècle. Oui.
mais surtout chez les plus jeunes. Mais ce qu'on comprend, c'est que la génération X en a vécu et en vit énormément, mais n'avait même pas, dans la théorie, la compréhension que c'était du stress. Ah, mais moi, j'ai quelqu'un dans ma vie, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a pris sa retraite il y a quelques années et toute sa vie, on était là à parler dans son dos, des fois, à se dire, il est tellement stressé, cet homme-là, ça n'a aucun bon sens comment il est stressé. Puis lui, il voyait ça. Ben, il voyait pas ça comme du stress. Il y avait une job, une grosse job, il y avait une entreprise, puis il se disait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, depuis quelques années, il profite de sa retraite. Il a fait une bonne affaire en vendant ses affaires. Il est heureux. Et là, il commence à mettre un mot là-dessus. Et le mot, c'est stress, parce que là, il y a Hmm. plein d'ennuis de santé, des courbatures, des affaires qui lui poussent sur le dos, de l'eczéma. C'est comme si son corps parlait. Le corps a un langage également. Oui, puis ça, on s'entend que ça commence à être documenté, mais malgré tout, je pense que ça reste dans les fameux stéréotypes du début dont on parlait. Est-ce que le corps vraiment va me donner des mots associés à mon mental? Ça reste à évoluer aussi en société. Il y en a qui y croient pas. Oui, mais tu sais, j'ai longtemps pensé que on était peut-être un échec quand on allait voir un psy, et je le précise, j'ai changé d'avis parce que je voyais quand même, il faut le dire, Pascal, je pense, quelques abus. Parce que j'entendais parler des parents, par exemple, d'enfants de 9-10 ans. Ils me disaient, ah, là, on est allé voir le psy Puis là, tu fais, il y a un psy, il y a 9 ans, mais c'est quoi ses problèmes? Puis là, tu te dis, ben, tu sais, c'est un petit peu d'anxiété à l'école. Puis, tu sais, je sais qu'on sera peut-être pas d'accord, toi puis moi, là-dessus, parce que je suis peut-être un peu plus dur, mais je trouve que des fois, un problème, ça commence à partir du moment que tu commences à y réfléchir beaucoup. Des fois, il n'y en a pas tellement de problèmes. Puis des fois, le problème, c'est quasiment de la paranoïa. Il y a des vrais problèmes, mais il y a aussi des problèmes qu'on s'invente. Moi, je pense que si tu crois avoir cristallisé un problème par toi-même parce que tu te l'inventes, c'est qu'à la base, il y avait une autre problématique qui est peut-être justement ce stress-là relié, une mauvaise Pas façon faux, d'avoir des liens pas sociaux. faux. Donc, des fois, en allant gratter, tu te dis, hey, on est-tu capable de prendre quelque chose au balbutiement ou dans la conception familiale là, qui t'est donnée malheureusement, puis ou heureusement, ça dépend de tous, mais et de faire en sorte que ça se cristallise pas. Parce que je reviens, on dit souvent que te conçoit après 30 ans, c'est un choix. Donc, tu as décidé que tu restais dans tes vieilles bottines à partir de ce moment-là. Après, je veux dire, on n'a pas la science infuse, mais j'ai adoré cette façon de voir les choses dans la vie. Merci beaucoup, Pascal Caron-Vizina. La semaine prochaine, là, on va parler d'enfants rois sur les chantiers. On était censé en parler aujourd'hui, mais on va se garder ça pour la semaine prochaine parce que je veux qu'on prenne le temps. Apparemment, que sur les chantiers de construction, les entrepreneurs qui ont de plus en plus de difficultés tu sais, on dit ça prend un chef puis plusieurs Indiens, mais là, tous les nouveaux travailleurs, ils veulent se partir une entreprise, ils veulent faire de l'argent rapidement, ils veulent monter les échelons. On dirait qu'il y a un rapport au travail qui a changé. On s'en parle la semaine prochaine. Tout le monde, à demain, 18h, jeudi. Bye bye.